Comme vous, MGEN Solutions fait de la protection et du bien-être de vos salariés une priorité. Comme vous, nous sommes convaincus que la prévention des risques liés à leur vie pro et perso joue un rôle essentiel. C'est pourquoi MGEN Solutions vous accompagne dans toutes vos démarches de prévention et d'amélioration de la qualité de vie au travail. Comment ? Par une approche collaborative de co-construction et de copilotage orientée autour de 3 axes prioritaires. La prévention des risques professionnels, la gestion du capital santé et la conciliation vie pro-vie perso. Voilà, maintenant vous savez que pour préserver la santé de vos salariés, vous pourrez toujours compter sur MGEN Solutions. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur cet événement concernant la qualité de vie et les conditions de travail. MGEN Solutions, filiale d'MGEN, est spécialisée sur la protection sociale des entreprises. Nos contrats collectifs santé et prévoyance répondent aux besoins et aux obligations des entreprises du secteur de l'ESS. Aujourd'hui, plus de 5600 structures nous font confiance, ce qui représente plus de 140 000 personnes protégées. En partenariat avec Office, Observatoire français de l'industrie, du commerce et des services, nous avons donc réalisé une enquête nationale sur la qualité de vie et les conditions de travail qui nous a permis de mettre en avant les grandes tendances et les enjeux dans l'ESS. Chaque année, MGEN sensibilise et forme plus de 22 000 collaborateurs des services publics et de l'ESS, enseignants, médecins, infirmiers, salariés, personnels de direction, sont autant de professionnels qui sont aujourd'hui accompagnés pour prévenir les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques et améliorer la qualité de vie au travail. MGEN Solutions et Office sont donc heureux de vous présenter la 4e édition de l'enquête nationale sur la QVCT. Cette conférence a été organisée en partenariat avec l'Union des employeurs de l'ESS des Hauts-de-France, avec qui nous avons l'habitude de travailler sur divers sujets. Sans plus attendre, je laisse donc la parole à Christophe Bertin, délégué régional de l'IDES Hauts-de-France, et vous souhaite à tous et toutes une agréable conférence. Merci Mickaël. Christophe Bertin, je représente l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, et cette union regroupe aujourd'hui 16 branches professionnelles de l'économie sociale et solidaire, 23 syndicats d'employeurs, et nous sommes au cœur des échanges entre employeurs, organisations syndicales et collaborateurs pour faire évoluer nos métiers. Et notre objectif, effectivement, c'est de mettre au cœur, au centre de nos débats, la qualité de vie au travail, les conditions de travail, pour 2 raisons. La première, tout simplement pour faire les activités que nous devons réaliser au quotidien, le mieux possible, donner un sens aux collaborateurs de ce que nous faisons ensemble. Et un deuxième élément très important, c'est l'attractivité de nos métiers, puisque aujourd'hui, comme tous les métiers, nous sommes en tension. Nous avons besoin de faire venir des collaborateurs, de faire connaître notre secteur, nos métiers. Et dans ce cadre, nous avons mis en place l'appel des employeurs engagés, justement pour montrer qu'en tant qu'employeur, nous pouvons avoir une autre vision des choses, en tout cas sur la collaboration entre salariés et employeurs au sein de nos structures. Je suis donc ravi de cette réunion, de ce webinaire, et tout de suite je vais laisser la parole donc à la première table ronde. Cécile Simon, bonjour. On rappelle aux spectateurs qui sont actuellement sur le YouTube de MGEN Solutions qui pourront poser leurs questions sur le chat, donc n'hésitez pas. Que pouvez-vous nous dire sur ce livre blanc, sur les questionnaires qui ont été envoyés ? Alors déjà, merci à MGEN Solutions et l'UDES de nous permettre aujourd'hui de présenter les résultats de cette 4e édition. Donc c'est une enquête qui existe aujourd'hui depuis 2019. Donc on a 4 éditions. L'avantage d'avoir cet historique, c'est qu'on a une vision avant Covid, une vision pendant les 2 années de crise sanitaire de Covid, et puis la vision d'aujourd'hui. Donc, c'est une enquête qui a été réalisée par email auprès de décideurs, de managers d'entreprises de toute taille, de tout secteur en France. Et on a des focus sur l'économie sociale et solidaire, puisqu'en 2022, on a recueilli pas moins de 2200 répondants. Parmi ceux-là, on a près de 1000 répondants sur l'ESS, donc ça nous permet d'avoir des focus intéressants.
On a questionné les décideurs sur plusieurs thématiques. On les a challengés sur la partie critères. Qu'est-ce qui fonde aujourd'hui la QVCT dans la réalité de leur quotidien? Sur les actions qu'ils ont mises en œuvre autour de 6 piliers. Sur les attentes de leurs collaborateurs en 2023 et puis sur toute la partie risque et affection. C'est une enquête qui est très riche en analyse, donc c'est compliqué de tout vous présenter ce matin, donc on va faire des focus sur des indicateurs clés. En fin de conférence, on vous rappellera, hein, vous allez recevoir un livre blanc qui vous présentera vraiment les statistiques détaillées dans lesquelles vous pourrez avoir des statistiques plus précises sur des secteurs, des tailles d'effectifs ou autres. Donc voilà. On va commencer par un premier sujet qui est quel est l'intérêt aujourd'hui qui est porté à la QVCT dans le secteur de l'ESS. Et là, le chiffre parle de lui-même. 89% des dirigeants et des managers de l'ESS jugent la QVCT essentielle dans le fonctionnement de leur structure en 2022. On est sur une statistique qui est relativement stable depuis 2019. On était à 90% en 2019. On a eu un regain d'intérêt de 3 points l'année dernière. On était monté à 92. Donc là, on rejoint le niveau de 2019, ce qui n'est pas étonnant. On est en sortie de crise sanitaire. Mais ça prouve bien aujourd'hui quand même 9 managers sur 10 jugent la QVCT essentielle dans l'ESS. Et ça, c'est valable que ce soit pour les salariés, les entreprises. La QVCT a été vraiment quelque chose qui fait partie du quotidien. Et cet intérêt, on le voit, quelle que soit la fonction de la personne interrogée en 2022, plus d'un répondant sur 2 déclare intervenir sur le sujet. Il faut savoir que 4 ans auparavant, on était plutôt sur un ratio de 1 sur 3. Donc après cette partie-là, on peut regarder un petit peu qu'est-ce qui constitue le top 5 des critères de la QVCT. Aujourd'hui, tout secteur d'activité, toute taille, toute localisation confondue, qu'on soit dans l'ESS ou pas, les axes prédominants de la QVCT recouvrent prioritairement les relations au travail, l'ambiance et les relations au travail, l'équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle, la reconnaissance professionnelle et l'épanouissement et les réalisations professionnelles. Donc on est vraiment sur un triptyque relations sociales, épanouissement des collaborateurs, conditions de travail. Ce triptyque-là, il existe, enfin on est sur 4 valeurs, pardon, il existe depuis 4 ans. C'est vraiment un socle qui est permanent, alors qui bouge d'une place ou l'autre, d'une année sur l'autre, mais on est sur quelque chose de stable. Ce qui a un peu évolué, c'est l'axe rémunération que vous voyez apparaître aujourd'hui dans le top 5. Il y a 4 ans, on était en 7e position. Donc c'est quelque chose qui est remonté dans le classement et dans la partie critères de la QVCT. Si on regarde maintenant les actions qui ont été mises en œuvre au niveau de l'ESS en 2022. Donc, on va revenir sur ces sujets-là un petit peu plus tard dans la conférence. Mais là, on vous présente une vue macro. La QVCT, c'est 6 piliers. Et ces 6 piliers, aujourd'hui, ils sont classés par ordre d'importance en termes de mise en œuvre d'actions dans l'ESS. En premier apparaissent les compétences et parcours professionnels avec 80% d'actions mises en œuvre dans l'ESS versus 76 sur le reste du marché. Donc on a 4 points d'avance. On a quelque chose qui est encore plus prioritaire sur votre secteur de l'ESS. En deuxième place, on a l'organisation et les conditions de travail. Là encore, avec un écart entre le marché qui est à 72% et l'ESS qui est à 77% d'actions mises en œuvre. Et puis, en troisième position, on a l'égalité professionnelle qui est plus présente dans l'ESS. Sur le reste du marché, on est en 4e place. Donc, ça veut dire que cette notion d'égalité professionnelle est jugée plus importante dans le secteur de l'ESS que sur le reste du marché. Si on fait un petit focus dans l'ESS sur les TPE, quand on parle de TPE, on est sur des structures de 1 à 9. On est sur des petites structures. La partie organisation et conditions de travail est encore plus présente puisque c'est le premier axe d'action mise en œuvre. Donc ça, c'est important de le soulever parce que ça veut dire que c'est aussi une réalité dans leur quotidien. Quand on est sur les moyennes et grandes entreprises, sur des structures de plus de 50 salariés, plus de 1000 salariés, on a l'engagement et les missions de l'entreprise qui vont aussi remonter dans le podium.
Voilà pour cette première partie. On va accueillir justement le premier témoin pour parler d'une grosse association. Christophe, Michael, merci beaucoup. Je vous laisse quitter le plateau. On accueille tout de suite Fleur Espinou. Fleur Espinou, bonjour, vous êtes la directrice des ressources humaines de la Sauvegarde du Nord. Donc on parlait des grosses associations, vous en faites partie. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre structure ? Je ne sais pas ce qu'est une grosse association, en tout cas. Là, plus de 50, d'accord. En l'occurrence. Dans ce cas-là, on est une grosse association, effectivement. Merci, Nicolas. Donc, la Sauvegarde du Nord, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 1957, qui est reconnue d'intérêt général et d'utilité publique, et qui est initialement tournée vers les besoins de l'enfant, mais peu à peu, au fil des accompagnements, on a décelé des besoins connexes et complémentaires qu'on est venu accompagner. Donc aujourd'hui, c'est environ 35 000 personnes qui sont accompagnées par 1500 professionnels de la Sauvegarde du Nord à travers 90 dispositifs et sur l'ensemble de notre département. On est structuré en 5 pôles d'expertise, donc la protection de l'enfance, qui est l'essentiel, en tout cas la plus grande partie de notre activité, mais on travaille aussi donc, sur l'inclusion sociale, le handicap, la santé et l'addictologie. Et notre but, c'est réellement de permettre à chacune et chacun de trouver une vie digne et une place à part entière dans la société. Alors évidemment, la santé des personnes accompagnées, c'est un enjeu fort de l'action quotidienne de nos professionnels. C'est un pilier. Et bien évidemment, c'est parfaitement indissociable de la santé, de la bonne santé, des bonnes conditions de travail des salariés de la Sauvegarde du Nord qui accompagnent ces personnes. Quelle démarche avez-vous mis en place à la Sauvegarde du Nord ? Alors, ça a commencé par un accord de méthode qui a été conclu avec les organisations syndicales représentatives en février 2020, qui prévoyait notamment une phase diagnostique, donc pilotée par la directrice des ressources humaines de l'époque, et puis assistée d'un comité de pilotage, donc un COPIL, à l'époque SQVT, puisque les sigles ont changé au fil du temps, et composé de représentants des organisations syndicales, de représentants des directeurs d'établissements de la Sauvegarde du Nord et de la responsable emploi-compétences de l'association. Donc en complément des indicateurs internes, qui sont ceux sur les sujets de santé et de sécurité, d'accidentologie, d'absentéisme, tout ce qui relève des travaux des commissions santé, sécurité et conditions de travail de l'association, les données de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, les comptes rendus de droits d'expression des salariés, etc. etc. Il y a une première enquête qui s'appelait Santé Bien-être, qui nous a été proposée par notre organisme assureur en complémentaire santé et qui a été adressée à l'ensemble des salariés avec 47% des professionnels de la Sauvegarde du Nord qui y ont répondu à l'époque. Initialement, cette phase diagnostique, elle devait se clore fin 2020 pour engager immédiatement ensuite la négociation d'un accord SQVT avec les organisations syndicales. Mais vous me voyez venir, à cette époque est arrivé le Covid et la crise Covid qui a traversé le monde entier et qui véritablement est venue chez nous bousculer les besoins et les façons d'accompagner. Donc non pas que le sujet, évidemment, des bonnes conditions de travail de nos professionnels ait été oublié, mais en tout cas, cette démarche QVCT telle qu'elle avait été envisagée initialement, elle a été un petit peu mise entre parenthèses, au moins dans sa temporalité. Quel constat vous avez pu faire avec cette enquête ? Alors avec cette enquête, elle a quand même fait émerger des constats assez rassurants, ce qui était plutôt positif, notamment la confiance qu'ont les salariés, et qu'avaient les salariés à l'époque, mais c'est toujours le cas, en la Sauvegarde du Nord en tant qu'employeur, le sentiment de fierté vis-à-vis du travail qu'ils effectuent au quotidien, la reconnaissance et l'autonomie dont ils bénéficient pour exercer leur mission, et près de 85% des répondants se disaient satisfaits de leur travail. Ça n'a évidemment pas empêché de déceler des sujets à travailler, et c'était aussi l'objectif évidemment, notamment autour de la charge de travail ressentie, d'un manque de temps parfois pour réaliser pleinement son travail et d'un besoin aussi de clarifier l'organisation avec aussi une pression psychologique qui ressortait de façon assez importante. Et chose intéressante, à travers cette enquête, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être une focale spécifique à faire sur les professionnels de moins de 30 ans qui, à travers les résultats, avaient l'air de moins se projeter dans leur vie professionnelle globalement et donc évidemment dans leur carrière aussi au sein de la Sauvegarde du Nord. Ces résultats, ils étaient intéressants.
Déjà, ils avaient le mérite d'exister, ils s'étaient remontés des salariés, mais ils restaient collectés dans le cadre d'une enquête qui n'était pas spécifique à notre secteur, puisque c'était une enquête plutôt professionnelle, établissement de santé, alors que nous, on est social, médico-social, donc c'est encore un peu différent. Elle n'était pas spécifique à notre association, c'était une enquête nationale qui était proposée, et seulement, finalement, moins d'un salarié sur deux y avait répondu. Donc, on avait besoin d'aller récolter plus de matière auprès de nos salariés, de la matière quantitative, mais aussi et surtout de la matière qualitative. Par exemple, ce qui nous a amené à cette réflexion, c'est que 87% des répondants à l'enquête santé-bien-être avaient indiqué que leur travail générait une forte charge émotionnelle. 87%, c'est énorme. La charge émotionnelle, c'est à prendre en compte absolument de façon rapide et urgente. Et on s'est dit, mais cette forte charge émotionnelle, est-ce qu'elle vient de l'interne, de choses sur lesquelles on peut agir vite, de la façon de manager à la Sauvegarde du Nord, des relations en équipe, de l'organisation du travail, ou est-ce que c'est plutôt dû à de l'externe, et notamment au fait même que le travail de nos salariés, c'est d'accompagner des personnes qui sont dans des situations difficiles. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place, du coup, concrètement ? Eh ben, concrètement, on est passé au lancement officiel auprès de l'ensemble des salariés de la Sauvegarde du Nord à une grande démarche collaborative qualité de vie et conditions de travail, un QVCT, puisque l'ANI du 9 décembre 2020 était passée par là et avait modifié un petit peu les choses, et dans laquelle on a souhaité se faire accompagner par un cabinet, notamment pour tout ce qui est l'établissement de cette phase diagnostique, et alors pour avoir une méthode, pour travailler ensemble une méthode, et puis aussi parce qu'on s'est dit les salariés vont peut-être plus facilement se livrer si c'est pas complètement internalisé comme démarche. Voilà, donc début 2022, notre première grande com, ça a été une vidéo qui a été diffusée à l'ensemble des salariés, réalisée par notre service de com interne, et dans laquelle j'expliquais ce qu'est la qualité de vie et les conditions de travail, et ce pourquoi on lançait une grande démarche collaborative à ce sujet pour aller comprendre ce qui se jouait au sein de la Sauvegarde du Nord sur cette question. Et surtout expliquer aux salariés que nous, on ne voulait rien sortir du chapeau. Il était hors de question que ce soit une enquête comme ça, et puis paf, on décide au niveau du siège, et on va faire ci, ça, et puis on espère que ça va résoudre vos problèmes, mesdames, messieurs. Donc on avait besoin de la participation massive et de la proactivité des salariés. Donc cette vidéo, elle servait à ça. Ensuite, il y a un questionnaire qui a été construit par le cabinet qui nous a accompagnés dans cette démarche, et sur lequel on a retravaillé ensemble avec le cabinet, parce qu'on voulait à tout prix que ce questionnaire il soit très adapté à notre secteur d'activité, à nos professionnels, et qu'il nous serve vraiment à affiner les résultats qui étaient sortis de la première enquête, mais sur lesquels on se disait c'est pas assez précis. On n'arrive pas encore à voir là où il faut qu'on aille, comment il faut qu'on y aille, etc. Quelles sont du coup les questions que vous avez pu mettre dans ce questionnaire ? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de question ? Je peux complètement vous donner des exemples de questions, Nicolas. Je voulais juste préciser aussi, parce que cette démarche, elle n'a pas été entièrement dématérialisée. Justement, comme ce questionnaire, on voulait qu'il touche le plus grand nombre possible, on s'est tout de suite dit, il faut qu'on ait aussi une campagne, notamment d'affichage dans les salles de pause, etc., avec un système de QR code, parce qu'on a quand même, dans nos structures, et en tout cas c'est le cas à la Sauvegarde du Nord, toute une partie des professionnels qui est relativement éloignée de l'outil informatique, et on voulait surtout pas passer à côté de ces gens-là. Donc ce questionnaire, une fois qu'on avait scanné le QR code, qu'on s'était connecté, il était évidemment anonyme, et il était divisé en plusieurs parties. La première, assez classiquement, permettait de catégoriser les répondants, donc le métier, le type d'établissement, le type de public accompagné, l'âge, l'ancienneté, etc., etc. La seconde partie, c'était le cœur de ce questionnaire, qui était divisé en 3 sous-parties. La première servait à comprendre l'activité de la personne qui répondait, donc tout ce qui a trait à la charge de travail prescrite, ressentie, réelle, les éventuels glissements de tâches, etc. La seconde sous-partie, elle portait vraiment sur les conditions de travail en tant que telles. Et puis enfin, une partie sur la com interne et sur l'accès aux informations, notamment tout ce qui a trait au parcours professionnel au sein de la Sauvegarde du Nord. Dans chaque sous-partie, on avait une dizaine de questions qui avaient été travaillées avec le cabinet, avec des possibilités de réponses graduées, donc de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord. Et systématiquement, et ça c'était vraiment une volonté, à la fin de chaque sous-partie, une case d'expression libre. Parce que ce qu'on voulait, c'était
affiner vraiment, aller dans le détail de ce qu'il fallait qu'on change, et puis aussi commencer à avoir des pistes de réflexion qui viennent du terrain. Voilà. Et la dernière partie de ce questionnaire, elle permettait tout simplement aux salariés qui le souhaitaient, sans lever l'anonymat, hein, c'était organisé comme ça, de se manifester et de dire s'ils voulaient participer à la phase suivante de notre grande démarche, qui était la mise en place de groupes de travail. Donc Alors justement, on a une question du Oui. live. La question s'adresse, avez-vous eu beaucoup de demandes de la part des salariés pour participer à ces entretiens? Ben, on a eu beaucoup de demandes. Alors on en a eu déjà je pense une quarantaine à peu près qui se sont manifestées dès l'étape du questionnaire. Et puis ensuite, on a continué la communication. On a refait des appels à volontariat. Et au final, on a eu 91 personnes qui ont été inscrites à ces groupes. Donc ouais, ça a plutôt bien fonctionné. 91 personnes, il y a 900 personnes qui avaient répondu au questionnaire. Donc ça fait plus de 60% des salariés de la sauvegarde du Nord. Et sachant qu'en plus, nous, on a une activité continue, donc on a 1500 salariés, mais c'est à peu près 1200, 1003 en CDI, et puis le reste, c'est du CDD, mais qui vient tout le temps remplacer, parce que voilà. Donc au final, si on prend que les salariés en CDI, on était même plutôt quasiment à 70% de répondants, donc c'était vraiment un bon score. Et donc le cabinet a analysé ce questionnaire, parce que c'était aussi évidemment dans leur mission, et les premiers résultats, ils ont été partagés, parce que l'idée, c'est d'embarquer vraiment tout le monde dans cette démarche. Ils ont été partagés avec le COMEX, donc, qui est piloté par le directeur général et qui comprend les directeurs de pôle et les directeurs des fonctions support de l'association. Il a été aussi partagé avec le conseil de direction, qui réunit l'ensemble des directeurs d'établissement de la sauvegarde du Nord et les responsables administratifs et financiers et RRH. Et puis, il a aussi été présenté devant le COPIL, QVCT, bien évidemment, et devant le CSE central, parce qu'on avait vraiment envie que tout le monde soit bien au fait de cette grande démarche. Donc on l'aura compris, une grosse enquête en amont. À quoi vont servir ces résultats? Et ben, ces résultats, ils ont servi à définir les grands axes de préparation des groupes de travail. Puisque du coup, dans notre collaboration avec le cabinet, il y avait le fait qu'il mettait à notre disposition des intervenants qui venaient animer ces groupes de travail. Donc c'est 12 groupes qu'on a constitués avec ces fameux 91 professionnels dont je vous parlais juste avant, et qui se sont réunis 2 fois chacun. Chacun des 12 groupes de travail s'est réuni 2 fois, à 4 à 6 semaines d'intervalle, entre le mois d'avril et le mois de juin 2022. Et on a souhaité que ces groupes, on les a construits, donc en fonction aussi des volontaires qui ont répondu. Nous, on s'est attaché à construire les groupes pour qu'ils soient représentatifs de plusieurs manières. Déjà, il y avait un groupe par pôle. Donc là, c'était par exemple le pôle inclusion sociale, que des professionnels du pôle, mais peu importe, qu'ils soient éducateurs spécialisés, comptables, chargés de mission, agents de maintenance, voilà. Un groupe spécifique ressources humaines qui réunissait les responsables ressources humaines des différents pôles, une chargée de mission, la responsable emploi compétences, et puis une partie aussi de l'équipe RH du siège de l'association. Un groupe spécifique pour le siège, et enfin un groupe par famille de métiers. Donc cette fois, nous, on a 5 grandes familles de métiers dans notre association: l'intervention sociale, l'administration-gestion, la logistique, le médical-paramédical et l'encadrement, ce qu'on appelle le management. Et cette fois-ci, c'était des gens qui avaient à peu près le même métier, mais qui l'exerçaient sur des pôles différents, dans des établissements différents, avec des publics accompagnés complètement différents. Et cette double entrée, elle nous a permis d'avoir une vision extrêmement large des différents sujets qui pouvaient être traités au cours des 2 sessions de travail, et d'analyser ce qui pouvait être en lien du coup plutôt avec le fonctionnement, l'organisation, le type d'accompagnement au sein du pôle, ou ce qui était au contraire commun à tous et plutôt lié aux fonctions elles-mêmes et à l'exercice de ces fonctions. D'ailleurs, grâce à ça, grâce à cette double entrée, on a confirmé notre intuition un petit peu quand on avait eu le chiffre de 87% des salariés qui avaient une charge émotionnelle très forte, qui nous avait un peu effrayés. Et donc, on a pu aller creuser ce sujet-là. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que cette charge émotionnelle, elle était pas due, principalement, en tout cas peut-être en marge, hein, mais à l'organisation du travail, aux relations de travail, etc., ou aux conditions globalement, mais plutôt à l'accompagnement qui est fait par nos professionnels, parce que quand au quotidien on accompagne des enfants victimes de violences ou des familles qui vivent dans des bidonvilles, forcément c'est pas au moment où on finit son intervention et on tourne les pieds que la charge émotionnelle elle nous quitte immédiatement.
Donc ça, c'était très intéressant. L'autre chose qui était intéressante, c'était le fait d'avoir 2 sessions de travail par groupe. Puisque les enjeux étaient différents sur ces 2 sessions. L'enjeu du premier temps de travail, c'était clairement d'aller creuser encore les résultats et d'aller affiner ce qui était ressorti du questionnaire pour recenser concrètement les choses sur lesquelles on devait agir pour améliorer la qualité de vie et les conditions de travail des professionnels. Et la seconde session, elle avait un objectif différent. Elle visait à ce que les professionnels fassent émerger eux-mêmes des pistes d'amélioration, des solutions, et qu'ils identifient aussi les leviers, évidemment, mais aussi les freins, pour se rendre compte que ce n'est pas que l'organisation qui met des freins, parfois il y en a d'autres. Et donc c'était intéressant parce que les professionnels ont fait ressortir des axes de travail, évidemment, ils ont su dire ce qui n'allait pas, etc. Ils ont partagé des choses qui se faisaient dans un établissement, dans un collectif ou autre, et des choses dont les autres ont pu se dire c'est super, ça on pourrait le partager, on pourrait le dupliquer, on pourrait l'adapter. Donc ça c'était extrêmement intéressant. Et l'autre élément qui était assez chouette, c'est que les personnes parfois se sont rendues compte pendant la 2e session de travail qu'ils faisaient vraiment partie de la solution pour améliorer leur propre qualité de vie, leurs propres conditions de travail. C'est-à-dire parfois ils se sont dit oui, c'est vrai que ça je l'ai pointé comme un problème, mais en fait je pourrais le résoudre moi-même aussi, je pourrais changer mon comportement, je pourrais proposer telle autre organisation de travail, etc. Donc leur propre QVCT et évidemment celle de leurs collègues. Donc il y a un effet comme ça, un peu une synergie qui a commencé à se mettre en place. C'était assez intéressant. Quelle suite vous allez donner du coup à ce questionnaire et puis à toute cette mise en place? Alors, je vous ai parlé là, de la phase 1, la grande démarche telle qu'elle a été lancée au sein de la sauvegarde du Nord. Et là, on est à l'aube de la phase 2, qui doit évidemment poursuivre l'objectif de déploiement d'actions qui permettent d'améliorer la qualité de vie et les conditions de travail des professionnels de notre association. Et cette seconde phase, plus on a avancé dans la phase 1, plus on s'est dit il faut qu'elle soit absolument mouvante et agile, parce que la qualité de vie et les conditions de travail, c'est pas un sujet figé à l'instant T, c'est quelque chose qui évolue tout le temps. On change de manager, ça évolue. On change de projet d'établissement, ça évolue. On change d'établissement en tant que tel, en tant qu'infrastructure, ça évolue. Donc, on a commencé à dire au comité de pilotage QVCT, peut-être que l'accord de méthode prévoyait qu'on fasse un accord QVCT, un truc cadré avec des plans d'action, des deadlines, etc. Peut-être qu'on ne doit pas faire ça. Peut-être qu'on doit imaginer autre chose avec les professionnels, quelque chose de plus collaboratif, dans la mise en place des actions. Et peut-être que notre enjeu, c'est de faire en sorte que chacun saisisse de ce sujet de la QVCT et qu'il soit mis en mouvement à tous les niveaux de l'association, plutôt que d'avoir ce cadre extrêmement figé. Et ça s'inscrit aussi, ça fait aussi écho à un des grands axes de notre projet associatif, qui est le développement du pouvoir d'agir. Donc le développement du pouvoir d'agir des personnes qu'on accompagne, évidemment, mais aussi le développement du pouvoir d'agir, forcément, de nos professionnels. Donc notre enjeu, il est celui-ci. Donc la phase 1 a permis d'identifier les grands axes de travail, et maintenant il faut qu'on transforme l'essai et qu'on embarque tout le collectif dans la phase 2. Et pour ça, il faut qu'on outille nos professionnels pour que la QVCT se questionne et se travaille partout, tout le temps et par tous. Avec les groupes de travail, vous avez réussi à mettre en place avec tous les salariés? Est-ce que des salariés qui ont été éloignés de ces groupes de travail, quelles sont les catégories socio-professionnelles qui ont peut-être plus participé à ces groupes de travail? Alors, je vous disais, globalement, on a un très beau taux de participation. Les groupes de travail aussi ont été remplis, sauf effectivement les professionnels de la logistique. Cette famille de métiers, on s'en est rendu compte assez vite avec le cabinet. Elle a été sous-représentée dès la réponse au questionnaire de l'enquête. Ça avait déjà été le cas en plus sur l'enquête santé-bien-être. On était seulement à 11% de répondants de la famille de métiers logistique. Et elle était aussi sous-représentée dans les groupes de travail, puisqu'on n'avait que 4 professionnels à chacune des 2 sessions. Et évidemment, on s'est dit tout de suite, c'est pas bien logique, puisqu'on se doute bien que les personnes qui travaillent dans la logistique, la maintenance, etc., c'est pas ceux qui sont moins soumis à des problèmes de santé, de sécurité, à de la pénibilité, etc. Et donc, on a convenu avec le cabinet qu'ils iraient directement sur le terrain, sur leur lieu de travail, pour les rencontrer, parce que c'est des professionnels qui sont aussi moins habitués, parfois, à des moments comme ça de réunion, des groupes de travail, etc. Ils sont un peu en décalage comparé à notamment des éducateurs chez nous qui sont plus habitués. Donc voilà, on a été directement recueillir leurs paroles sur le terrain. Cécile Simon, c'est vraiment un exemple parfait de l'enquête que vous avez menée? En effet, je trouve que c'est
dans la démarche que vous avez entreprise, on retrouve quand même beaucoup de choses. On retrouve l'aspect fédérateur. Hein, on entend bien qu'on embarque tout le monde et qu'il faut que ce soit une démarche commune. Ce n'est pas seulement une démarche qui vient du haut. Il faut que les salariés aussi et tous les intervenants puissent se reconnaître. On entend la notion de redonner du sens. Redonner du sens, je pense que c'est important. L'épanouissement. Hein, et puis, vous avez beaucoup travaillé sur la thématique qu'on évoquait tout à l'heure, l'organisation et les conditions de travail. Et puis, il y a quelque chose quand même, quand vous parliez de la charge mentale, tout ça, on va y venir juste après. Nous, on a une partie dans notre enquête sur les risques et affections. Et là, on va voir que, en effet, je trouve que c'est un exemple qui est complet. Vous pouvez poser les questions évidemment sur le chat YouTube. On a déjà reçu des questions. C'est depuis cette première phase du dispositif, est-ce que vous avez ressenti une ambiance différente dans la structure ? Alors, je ne sais pas si on a ressenti une ambiance différente dans la structure. Ce qui est sûr, c'est qu'on a de la demande régulière de retour, de on en est où, de cette démarche, etc. Et que c'est pas du tout, on voit que vous faites rien, mais c'est plutôt, allez, on a envie de continuer. Donc ça, c'est intéressant. D'ailleurs, là, on voit très prochainement les personnes qui ont participé au groupe de travail pour échanger un peu plus en profondeur sur les résultats et aussi pour peut-être recueillir un peu leur avis sur la suite, comment vous voyez ça, vous, comment vous auriez envie que ça évolue, etc. Mais oui, je pense que les gens, quand on leur demande de parler de leur qualité de vie et de leurs conditions de travail, globalement, il y a déjà un premier pas qui se fait, parce que c'est de la considération aussi pour ce qu'ils ont, ce qu'ils font au quotidien. Et voilà. Est-ce qu'il y a des freins à la mise en place ? Est-ce que la temporalité, le fait de 1500 salariés, est-ce que du coup c'est facile à mettre en place ? Est-ce que c'est flexible ? Est-ce que les attentes du coup des gens qui ont participé à l'enquête et un peu la fabrication, il y a quoi entre ces deux différences ? Alors, je ne sais pas si c'est plus facile dans une grosse structure ou dans une petite structure. Nous, ce qui se passe, c'est que comme on veut toucher l'ensemble des salariés, forcément, à un moment, ça part du siège et du niveau associatif. Mais par contre, dans la deuxième phase, la phase où on va mettre en place les solutions, il faut qu'elles se mettent en place au niveau des collectifs. Et ce qu'on est en train de se dire, c'est que ce sera au niveau de plusieurs collectifs. Parfois, ce sera au niveau de l'équipe. Parfois, ce sera au niveau de l'établissement, qui regroupe plusieurs équipes. Parfois, ce sera au niveau du pôle. Et puis, parfois, il y aura aussi des actions associatives. Et c'est un peu cette différence de niveau qui n'est pas un problème, mais qui pose question et sur laquelle il faut bien se pencher. Et puis, je pense qu'il faut continuer de communiquer et de se dire les gens ont répondu à une enquête, ont participé à des groupes de travail, et il faut qu'ils continuent de disposer de l'information nécessaire pour ensuite pouvoir travailler avec leurs collègues ces différents éléments. Donc là, la deuxième phase, pour l'instant, vous êtes en discussion, c'est la négociation sociale, c'est le dialogue social en ce moment, c'est ça ? Vous ne pouvez pas nous donner trop d'infos, puisque vous devez voir avec... C'est ça, et puis je ne peux pas vous donner... Alors, ce qui est ressorti, donc le cabinet nous a transmis à l'issue de tout ce travail une espèce de proposition de plan d'action, un petit peu martyr, qui reprenait du coup l'ensemble des choses qui avaient été dites et travaillées pendant les groupes de travail. Et nous, on a réécrit un peu ça, donc en reprenant évidemment le contenu, mais en l'orientant un peu différemment. Par exemple, les sujets, c'était conditions de travail, management, santé. Et nous, on s'est dit, par exemple, management, on n'a pas envie que ce soit un sujet à part entière. Le management est dans tout. Du coup, ce serait plutôt comment on renforce les collectifs de travail et décliner ça en différents axes. Donc c'est là-dessus qu'on est en train de travailler, et on est en train aussi de voir comment on continue d'embarquer chaque niveau de l'association, les niveaux hiérarchiques bien sûr, mais surtout les niveaux collectifs, puisqu'il y en a plusieurs. Il y a une question sur le chat pour Cécile. L'intérêt porté à la QVCT est croissant. Pourquoi cet intérêt ? Alors, je crois qu'aujourd'hui, on en entend quand même de plus en plus parler. Il est rare d'ouvrir un magazine, de lire des choses sur Internet ou autre sans parler de QVCT. C'est d'autant plus fort après 2 années de crise sanitaire où tout le monde a pris un peu le recul sur quelles sont mes conditions de travail, comment je fonctionne, est-ce que je m'épanouis dans ma carrière ou autre. Et je pense qu'aujourd'hui, ça embarque tout le monde. C'est-à-dire qu'au début de la démarche, au début de l'enquête, on se disait peut-être c'était quelque chose qu'on sentait, qui allait arriver. Maintenant, on le voit dans les statistiques, un répondant sur 2
intervient sur ce sujet. Ça veut dire que ce n'est pas une fonction au sein de l'entreprise. Finalement, tout le monde a sa part à jouer dans la démarche. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, cet intérêt, il est là parce que tout le monde a envie d'être bien dans ce qu'il fait, d'avoir une reconnaissance et de savoir aussi, d'avoir du sens. Je pense que ce mot, on va souvent le dire ce matin, hein, redonner du sens à notre démarche, à une démarche entreprise par les employeurs et aussi au travail fait par les salariés. Et ça, c'est important et c'est ce qui retranscrit dans cet intérêt. La période Covid nous a donné le temps de réfléchir un peu à nos conditions de travail, c'est ça ? C'est ça. On a complètement changé nos façons aussi de travailler avec le télétravail. On va le voir un petit peu plus tard dans les résultats. Un télétravail où les considérations étaient de dire comment je gère le télétravail. Aujourd'hui, on n'en est plus là. L'ère après Covid, on est plutôt sur la gestion présentielle et distancielle. On est dans une autre ère, mais on a révolutionné quand même les méthodes de travail aujourd'hui dans les entreprises, quelle que soit l'activité, quelle que soit la taille. Attention, il y a des secteurs où le télétravail n'est pas possible, soyons clairs. Alors, je vais me tourner vers la salle, puisqu'évidemment, c'est vrai que le distanciel, on y a tous pris goût. Mais il y a des gens qui sont présents dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle avant d'accueillir notre nouvelle interlocutrice ? Il n'y a pas de questions. Alors, vous pouvez rester avec nous. Justement, on va parler de l'emploi et notamment du recrutement, parce que vous avez dit qu'il y a un turnover notamment sur les remplacements. Est-ce que vous rencontrez des difficultés d'emploi ? Oui, comme tout le monde, on en rencontre. L'attractivité des métiers sur notre secteur, c'est un vrai sujet qui, en plus, est lié. On parlait des rémunérations qui sont remontées dans le top 5. Mais alors, nous, clairement, dans notre secteur, on a des annonces gouvernementales sur des revalorisations salariales. Et puis, en fait, ça se fait par strate. Aujourd'hui, on a toujours 183 € net de différence entre un professionnel de l'administration-gestion et un professionnel de l'intervention sociale. Alors que pour nous, tout le monde concourt d'une façon ou d'une autre, de façon directe ou indirecte, à l'accompagnement des publics. Donc c'est un sujet. Et oui, alors on n'est pas à la sauvegarde du Nord, on n'est pas au stade où on va fermer des établissements ou des dispositifs parce qu'on manque de professionnels. Mais oui, c'est clairement un sujet. Merci beaucoup. On va accueillir donc pour parler recrutement Dominique Pantassi. Je vous laisse quitter la scène. Merci. Et j'accueille notre nouvelle invitée. Merci beaucoup. Cécile, on va parler recrutement. Dominique, bienvenue. On va parler recrutement. Vous nous faites un rapide brief sur le recrutement. Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué ? C'est ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est que le recrutement aujourd'hui, c'est l'affaire de tous. On cherche tous le bon candidat, la bonne candidate. C'est ça, clairement. L'enquête a posé un chiffre sur cette difficulté. C'est le problème numéro 1 constaté en 2022 et que ce soit ESS ou pas ESS, mais dans l'ESS, 65% des répondants nous disent que leur première difficulté, c'est le recrutement. Donc là, on a un chiffre, on peut tous le vivre au quotidien, on peut tous le voir quand on rentre chez un restaurateur ou autre, voilà, parce qu'on se rend compte qu'ils ont des problématiques, l'hôtellerie, tous les secteurs sont touchés. Dominique, tu nous en parleras. Tout à fait. Mais c'est vrai que là, on a un chiffre 65%. C'est la première problématique. Alors, attendez, je vais vous... Hop, petite synchronisation, excusez-moi. Et arrive après deux autres thématiques dans les problématiques, c'est la dégradation de l'ambiance de travail et le turnover. Mais vous voyez quand même qu'on a un écart qui se creuse. C'est-à-dire que ces problèmes, ils étaient là en 2021. Soyons clairs, la difficulté de recrutement en 2021, elle était en première position également. Mais on avait un peu moins d'écart. C'est-à-dire que la dégradation de l'ambiance de travail était encore très présente. On était encore en crise sanitaire. Le turnover était important. Mais là, on a un écart, 65%, 37%, 35%. Donc, on a quelque chose qui se creuse. Il est important de noter aussi qu'on avait constaté en 2021 quelque chose de très fort qui était la perte de lien social. Soyons clairs, Covid, distanciel, beaucoup d'arrêts dans plein de secteurs et autres. Et là, on avait la perte de lien social qui était arrivée dans le top 3. Aujourd'hui, la perte de lien social, c'est moins 16 points. C'était 48% en 2021, c'est 32% en 2022. Le rééquilibrage présentiel, distanciel est là. Donc, forcément, on le voit reculer. Et ce qui est important de noter quand même, c'est qu'on n'a pas de différence flagrante entre l'ESS et le reste du marché. Donc ça, c'est intéressant. Si on fait quelques petits focus au sein de l'ESS, selon la taille et les secteurs,
oui, les problématiques de recrutement, de turnover, d'absentéisme sont encore plus présentes dans les moyennes et grandes entreprises. On dépasse 50 salariés, c'est quelque chose qui est plus prégnant. D'accord ? Pour les petites entreprises, les moins de 50 salariés, on va voir apparaître tout ce qui est la dégradation de l'ambiance de travail, qui va être un peu plus forte, d'accord, de 3 points. Qu'est-ce qu'on entend parler par la dégradation de l'ambiance de travail ? Une perte de lien, encore une fois. C'est-à-dire qu'avec le distanciel, c'est difficile de maintenir une ambiance de travail, c'est difficile de maintenir une symbiose quand les gens ne sont pas au bureau. C'est le café avec les collègues. C'est le café, c'est l'informel aussi qui est important, d'autant plus quand on est une petite structure. Et puis pour les petites structures, on voit apparaître d'une façon un peu plus forte la perte de productivité. Je pense que je vais l'apprendre à personne, hein. Une structure de moins de 50 salariés va être directement impactée quand elle va ressentir une conséquence sur son activité, directement ça se retentit, hein, perte de productivité, on le voit apparaître. Et puis 2 petits points qui peuvent être notés, c'est dans le secteur de la santé. L'année 2022, elle a été marquée par l'absentéisme. On le voit apparaître beaucoup plus fort. C'est-à-dire que l'absentéisme, ici, vous ne le voyez pas dans le top 3, il est en 5e position. Dans la santé, il est en 3e position, avec 40% quand même des répondants qui le notent, même si le recrutement reste en première. Et puis, il y a l'administration publique et puis l'enseignement, où là, la dégradation de l'ambiance et la perte de lien social sont encore là, sont bien là. On note, nous, on a 33% des TPE, donc je crois que Dominique, ce n'est pas forcément la réalité que tu constates sur le marché. Moi non, mais c'est vrai que j'ai très peu d'entreprises parmi mes clients, très peu d'entreprises de moins de 10 salariés, j'en ai 2 ou 3. Voilà. Donc j'ai effectivement pas rencontré cette donnée-là. Mais Nous, 33% des TPE nous déclarent n'avoir aucune problématique, tant mieux. Alors les TPE, on est sur du 1 à 9, hein, donc en effet, on est sur des petites structures. Vous êtes donc chasseuse de talent, c'est le nouveau mot de chasseur de tête. C'est ça. Vous gérez un cabinet de recrutement qui s'appelle No Doute à Paris. Oui. À quoi ça consiste un peu votre métier ? Qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Alors, écoutez, No Doute, c'est un cabinet de chasse de talent. Nous intervenons sur des profils, sur des missions de recrutement de cadres et dirigeants sur la France entière et principalement en approche directe. Et ce sur plusieurs secteurs d'activité avec un axe d'activité assez important sur l'ESS, qui est un secteur au sein duquel j'ai évolué un certain nombre d'années. Donc je connais bien et voilà, c'est un petit peu mon secteur de prédilection. Là, c'est votre secteur de prédilection. Vous avez également d'autres secteurs au sein du cabinet de recrutement. Pourquoi vous êtes parti dans l'ESS ? Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'ESS ? Pourquoi rechercher les talents dans l'ESS ? Écoutez, comme je vous le disais, c'est un secteur qui m'est familier, dans lequel j'ai évolué, donc que je connais, que j'apprécie moi-même. Et puis, il faut dire qu'il y a un peu de travail, il y a beaucoup de difficultés de recrutement dans ce secteur-là en particulier, hein, dans d'autres également. Donc, c'est un secteur dans lequel j'ai plaisir à travailler. Et le plaisir au travail, vous n'êtes pas sans savoir que c'est essentiel. Donc, bien évidemment, je me plais dans ce secteur-là en particulier. Quel constat vous faites sur l'ESS, sur l'économie sociale et solidaire ? Globalement ? Écoutez, ça se rapproche. Le constat va être un petit peu global par rapport au marché du recrutement en général. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, je me concentre un peu plus sur les cadres et dirigeants parce que c'est effectivement là où j'évolue plus particulièrement. Donc, selon l'APEC, par exemple, l'an dernier, 6 entreprises sur 10 avaient des difficultés à recruter. Donc, on se rapproche sensiblement des données de l'étude. Et 8 entreprises sur 10 prévoyaient avoir des difficultés de recrutement sur 2023. Donc, on est effectivement dans une situation où, depuis la crise sanitaire, le marché est très dynamique. Les entreprises cherchent à recruter et ne trouvent pas leur talent. Donc ça, c'est le premier point qu'on constate. Et ce qu'on constate aussi dans la lignée directe, c'est que le marché du recrutement est à l'avantage maintenant des candidats. Il y a eu un changement de paradigme. Ce sont eux, effectivement, qui sont à séduire. Et ils sont ces candidats-là, puisqu'on va aller les chercher de plus en plus, ils sont de plus en plus exigeants. Quel secteur est le secteur en tension dans l'ESS ? Comme on l'a dit, c'est le care, c'est la santé ? Ou est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui sont également, on peut les mettre en secteur en tension ? Dans l'ESS, oui. Non, pour moi, je n'ai pas remarqué de spécificité. Effectivement, la santé, c'est très clair.
avec ces métiers particuliers du médico-social. Mais voilà, les difficultés de recrutement sont globales. C'est quoi la tendance aujourd'hui? Est-ce que ça a évolué entre un recrutement aujourd'hui et le recrutement d'hier, peut-être avant Covid? Alors le recrutement d'hier, oui, parce que ce qu'on constate en premier lieu, c'est que le recrutement par annonce, qui était le recrutement, je dirais, un peu d'hier, c'est-à-dire hier, on passait une annonce et puis on avait 50 voire 100 candidatures à cette annonce et on n'avait plus, entre guillemets, qu'à les trier, les évaluer les candidats et les sélectionner. Donc ce mode de fonctionnement n'est plus d'actualité, plus du tout. Donc maintenant, les annonces, comme vous l'avez sans doute constaté, les recruteurs le constatent en général, entreprises et cabinets, les annonces ne donnent plus autant de réponses. Les candidats ne répondent plus à des annonces, ou très peu. Et parmi ce peu de candidatures, il y en a très peu qui répondent aux besoins de l'entreprise. Donc ces candidats, il va falloir, et c'est la deuxième tendance, c'est qu'il va falloir de plus en plus aller les chercher, donc aller les identifier, les approcher, et puis leur présenter le poste avec le plus de transparence possible, parce que les candidats sont très volatiles, et s'ils constatent un décalage entre ce qu'on leur a proposé et la réalité, écoutez, ils quittent l'entreprise. Et puis, on va aussi leur présenter les leviers d'attractivité de chaque entreprise. Et c'est là où, je vous en parlerai plus tard, la QVCT a vraiment un rôle à jouer, puisque le but, c'est maintenant d'attirer les candidats. Donc dans la QVCT, c'est quoi? Est-ce que c'est le baby-foot dans l'entreprise, comme chez Google, ou non? Est-ce qu'il faut mettre en place des choses un peu plus novateurs? Écoutez, dans ce que les candidats nous disent quand on les approche, donc les facteurs, les éléments de motivation pour susciter un désir de mobilité d'un candidat, c'est premièrement la rémunération, ça c'est clair. Donc effectivement, si l'entreprise peut avoir une politique attractive de rémunération, je dirais que la décision peut basculer, c'est le premier point. Et puis en second point, on a effectivement beaucoup de questions sur la QVCT. Donc la QVCT, ça va être, ça va aller effectivement quelque chose, le confort au travail déjà. Quand les candidats vont dans les structures pour des entretiens, ils regardent, ils constatent l'environnement. Ils posent aussi beaucoup de questions sur le contexte du recrutement, c'est-à-dire pourquoi on recrute. Et là, ils vont essayer d'évaluer s'il n'y a pas des problèmes de management, des problèmes de surcharge du travail, parce qu'ils sont très axés sur équilibre pro-vie perso. Et donc, effectivement, voilà, et le télétravail, qui reste évidemment très fort dans ce qui peut faire un levier d'attractivité pour un candidat actuellement. Est-ce qu'il y a une évolution sur le genre? Est-ce que les demandes sont différentes entre les hommes et les femmes? Est-ce que les hommes aujourd'hui demandent du temps pour aller chercher les enfants à la crèche? Oui, pareil. Pareil. Maintenant, les hommes demandent, sont autant friands de ce temps, je dirais, équilibre pro-vie perso, c'est pareil, hommes et femmes. Et puis, hommes et femmes aussi vont être très attentifs au mode de management, parce que le management, je dirais, directif, le micromanagement, qui a tendance aussi à générer des surcharges de travail, surcharge mentale, et donc des risques psychosociaux, des absences, etc., ne fait plus recette. Donc on va de plus en plus aller vers du management bienveillant, pédagogue, qui va permettre d'attirer, de fidéliser les collaborateurs. Comment vous y mettez ça en place dans les sociétés? Est-ce que du coup les recruteurs changent également leur façon de voir les candidats? C'est quoi un petit peu le cheminement aujourd'hui? Est-ce qu'on passe devant un service RH? Est-ce que vous avez dit il n'y a plus d'annonces, mais comment ça se passe? Ça se passe par un groupe de personnes? Il y a des annonces là, parce que là je vais me faire mal voir de toutes les job boards, donc toutes les plateformes de recrutement qui existent. Donc oui, on passe des annonces, il faut se priver d'aucune piste, surtout en ce moment. Donc oui, on passe des annonces, même si ça ne suffit plus. C'est vous qui les consultez, les annonces, et plus les candidats? C'est vous qui les consultez, les annonces aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours les candidats qui vont aller consulter les annonces, ou est-ce qu'il y a une partie intermédiaire entre les deux qui vont faire un peu le lien entre l'annonce qu'on aura vue et le bon candidat?
Alors, les candidats vont on se rend compte consulter les aujourd'hui que annonces. quand on dépose des annonces sur Internet, on a souvent des candidatures un peu farfelues qui n'ont rien à voir avec des gens qui ont besoin de chercher du travail. C'est vrai, il ne faut pas forcément écarter pas les candidatures farfelues, mais les profils atypiques. Ça, c'est vraiment, il ne faut pas les écarter. C'est un des viviers, et on en propose, j'en ai toujours proposé parce que je trouve que c'est riche, et la difficulté de recrutement fait que de plus en plus, on va s'ouvrir à ces profils-là. Mais ce qu'on constate dans les process de recrutement pur et dur, je dirais, on constate une évolution des entreprises qui s'adaptent, parce qu'il faut s'adapter à ce candidat, je dirais, client, quelque part, qu'il faut séduire. Et ce qu'on va faire très concrètement, c'est raccourcir les process de recrutement. Donc les process de recrutement, en 5-6 étapes, comme on pouvait le voir auparavant, c'est terminé. Enfin, pour ce qu'on constate, nous, en tout cas, c'est terminé. Ça n'avait pas vocation à perdurer dans la mesure où le candidat risque de se démotiver. On va le perdre moralement, déjà, et puis physiquement aussi, parce qu'une autre entreprise va passer derrière et donc le recruter si on perdure avec ces process très, très longs. Donc, on va les raccourcir, ces process-là, et puis on va... pardon. Le plus possible, faire rencontrer le décisionnaire du recrutement au candidat en première intention. Cécile, un commentaire sur ce témoignage. Vous avez un verre d'eau, si vous voulez, à votre gauche. Un commentaire sur ce témoignage. Est-ce que c'est ce que vous avez vu dans l'enquête, justement? Est-ce que la QVCT, c'est un atout pour le recrutement? Alors, on le voit quand Dominique, tu évoques notamment les attentes, le besoin un petit peu de se projeter dans... qu'est-ce que va m'apporter l'entreprise, les modes de management et autres. On va le voir après, mais quand on parle, nous, des engagements et missions de l'entreprise, clairement, ça fait partie des thématiques qui sont demandées, à savoir partager les valeurs aussi, la raison d'être de la structure, parce qu'on est toujours dans l'éternel redonner du sens. Hein. Je suis désolée, je vais le redire plusieurs fois ce matin. Et puis, il y a la partie informée sur la stratégie et les priorités de l'entreprise. Peut-être là où avant, en termes d'entretien, on ne rentrait pas forcément dans des thématiques de ce type-là. Aujourd'hui, on va creuser ces aspects-là. Ça ressort, nous, dans l'enquête nationale, en effet. Oui. Est-ce qu'on cherche des talents différents dans l'ESS, dans les entreprises classiques? On cherche des talents différents, oui, dans le sens où il y a parfois, dans certaines structures, besoin d'une plus grande polyvalence. Mais comme je le disais, ce qui compte maintenant dans la recherche de talent, c'est de s'intéresser beaucoup plus à la personnalité du candidat qu'on va creuser. Quand on a identifié un candidat intéressant, on va se focaliser beaucoup plus sur ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire les compétences douces ou savoir-être, comment le candidat va s'adapter à la structure, comment il va se projeter. On cherche à évaluer une intelligence de situation plus qu'une compétence technique, qui reste bien évidemment, il faut un socle technique, mais on va effectivement élargir le cadre des recherches et se focaliser sur la personnalité du candidat, ce qui va permettre justement à la fois de présenter des profils un petit peu différents, et puis également, parfois, ce qu'on constate, parce qu'effectivement, les entreprises doivent s'adapter, on a des fiches de poste qui sont très carrées, et il arrive fréquemment maintenant que quand on a retenu un candidat, qu'on a trouvé un bon candidat dans le sens où il est intéressant, il a envie de travailler pour l'entreprise et on le sent, eh bien, il n'est pas rare qu'on fasse évoluer la définition de poste en fonction du profil du candidat. Donc l'entreprise s'adapte au candidat et va lui laisser le temps, donc soit en élargissant le périmètre d'intervention ou en le rétrécissant en fonction du profil, mais on va lui laisser le temps, on va lui donner l'opportunité de proposer ses propres, ses envies, ses compétences et d'évoluer au sein de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui ont émergé dans l'ESS? Est-ce que les happiness managers, ça existe? Est-ce qu'il y a des gens qui organisent le yoga le midi, qui changent nos chaises par des ballons? Est-ce que c'est nouveau chez nous dans l'ESS? Alors ça, je le constate. Je le constate dans des grosses structures, dans des grosses mutuelles, par exemple, qui mettent effectivement, je dirais, le paquet sur tout ce qui concerne ce style d'environnement. Il y a aussi le sport au travail, le yoga le midi, donc tout ce qui contribue au bien-être du salarié
va être mise en œuvre dans les structures, bien évidemment en fonction de leurs possibilités. Tout le monde ne peut pas le faire. Vous avez parlé de télétravail. Est-ce que vous avez rencontré des jeunes cadres qui demandent d'être en télétravail 4 jours par semaine? Alors oui, Ouais, alors, nous, et parfois même totalement. Donc, et c'est ça qui va faire basculer parfois la décision, parfois même plus que le salaire. Donc oui, le télétravail, c'est très clair. Type de management, responsabilisation, quête de sens, bien entendu, c'est clair aussi. Et l'économie sociale et solidaire, avec les valeurs qu'elle porte, a effectivement une carte à jouer sur pour répondre à cette quête de sens. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Puisqu'il y a une question dans la salle, on peut ramener un micro. On vous rappelle que vous pouvez poser les questions évidemment sur le chat. Il y aura également un replay sur la page YouTube de MGN Solutions. Bonjour. Oui, bonjour. Je ne sais pas si le micro fonctionne. Très bien. Ça va. Jannick Taché, MGEN Hauts-de-France. Moi, j'avais une question parce que vous parlez beaucoup de baby-foot, de ballon, de sport en entreprise. Je me demandais, madame, si vous assistez éventuellement à un nombre croissant d'entreprises qui font de l'affichage par rapport à ces conforts qu'il ne faut pas occulter, mais parfois peut-être au détriment d'une réelle réflexion sur l'amélioration de la qualité de vie au travail. Donc, voilà, alors oui, ma question. Oui, il y a des entreprises qui font cet affichage. Nous, en tant que tiers de confiance, notre rôle n'est pas d'afficher tel quel ce que fait l'entreprise, mais de proposer un regard plus large. Donc bien évidemment, on va le mettre, on va dire qu'il y a effectivement ce type de conditions de vie améliorées, on va dire comme ça. Mais on ne va pas occulter tout ce qui peut être un frein aussi, ça peut arriver. L'essentiel est d'être très transparent, parce que comme je vous l'ai dit, le candidat de maintenant est très volatile. Comme il sait qu'il a l'avantage sur le marché du travail, eh bien, il va pas hésiter. Si on lui a menti ou si on lui a caché quelque chose, il va pas terminer sa période d'essai. Et donc, c'est reparti pour un autre recrutement. Donc oui, on va en parler, bien évidemment, mais on ne va pas forcément mettre l'accent dessus, sauf dans un cadre beaucoup plus large. On va expliquer la démarche, effectivement, la volonté de l'entreprise, puisqu'elle a fait cet effort et il faut quand même le noter. Mais ça ne va pas, effectivement, je ne vais pas appuyer plus fortement sur ce point très précis, qui pour moi fait partie d'un cadre plus large. Dominique, avant de nous quitter, merci beaucoup. Merci. On va rappeler, vous êtes la dirigeante du cabinet NoDoubt à Paris, cabinet de recrutement. Cécile, on va revenir sur les risques et affections au travail. Vous pouvez quitter le plateau, merci beaucoup. On va revenir sur ce risque, mais juste avant, on va accueillir un autre témoin. Ça sera Arnaud Daucher, chargé de développement Hauts-de-France à l'UNSA. Je vous laisse nous rejoindre. Et on vous rappelle que vous pouvez évidemment poser vos questions sur la page YouTube, sur la chaîne YouTube. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. Je suis ici pour représenter un syndicat de salariés, l'UNSA, l'Union nationale des syndicats autonomes. Bien entendu, pour l'UNSA, la QVCT, c'est un élément essentiel, ne serait-ce que par rapport à l'ambiance, l'équilibre professionnel, les perspectives d'évolution, l'égalité femmes-hommes, et bien d'autres choses. Bien sûr, ça ne se résume pas, comme on peut voir dans certaines sociétés, comme on parlait tout à l'heure, à des cours de yoga ou un baby-foot en salle de pause. Souvent, c'est la partie visible de l'iceberg, c'est ce qu'on voit un petit peu en avant. Ce sont des éléments périphériques. Voilà, c'est D'où on pense que la QVCT doit être au cœur de tous les projets, au même titre que les éléments financiers. Et ça doit être également le cas aussi quand des sociétés sont confrontées à des réorganisations. Il faut toujours penser à la QVCT. On va revenir sur Cécile. Vous pouvez nous faire, on va refaire une petite partie sur le livre blanc, justement sur les risques et affections, puisqu'on a préparé les slides. Oui, c'est ça. Donc au niveau des risques, alors quand on parle risque, on a interrogé les managers pour savoir les risques auxquels les collaborateurs sont susceptibles d'être exposés. Attention, les réponses à cette question, si ça traduit vraiment un sentiment des collaborateurs, c'est un peu comme une alerte en fait. La problématique, elle est de plus en plus probable. C'est une alerte, donc il faut être vigilant sur ces points-là. Quand on regarde les réponses qu'on a obtenues en 2022, arrive en première position, et c'est toujours le cas, c'était le cas l'année dernière et les années précédentes, c'est la surcharge de travail.
On en a parlé tout à l'heure avec Fleur, hein, qui évoquait notamment aussi cette partie de charge mentale, etc. La surcharge de travail, c'est une autre formulation, mais ça peut rejoindre, hein, 47% des répondants l'évoquent au niveau de l'ESS. On est à 49% sur le reste du marché, donc c'est quasi similaire. Après, on a les risques psychosociaux à 37%, et on est sur quelque chose qui perd 6 points. Donc, c'est toujours là, c'est toujours en deuxième position, mais on a un petit recul par rapport à 2021. Et puis, sur cette partie risque, là, vous ne le voyez pas dans le top 3, mais on avait une réponse qui était possible, qui était le travail en espace confiné. C'est une valeur en 2019, donc avant Covid, hein, rappelons-nous, il y avait un avant Covid qui était à 22% des réponses. Pendant le Covid, c'est quelque chose qui a progressé. On avait eu plus 13 points, on était à 33%. Aujourd'hui, on revient à 11 points. On est même à un recul, on est en dessous de la période 2019. Donc ça, c'est intéressant à noter. C'est quoi? C'est d'avoir son bureau personnel plutôt d'avoir un open space? Alors, le travail en espace confiné, voilà, c'était soit les bureaux qui étaient beaucoup plus cloisonnés ou autres, alors que maintenant, alors, il y a eu le télétravail, et puis maintenant, on est plus dans les flex office, dans parfois les coworking pour ceux qui n'ont plus de bureau à part entière. Comme des aujourd'hui, choses comme l'endroit ça. où on est justement. Exactement, comme aujourd'hui. Alors, on a une petite différence sur le hors ESS. C'est intéressant aussi d'en parler. On a 2 risques qui sont évoqués par les secteurs qui ne sont pas dans l'ESS, que sont les tâches répétitives et le port de charges lourdes. C'est des choses qui arrivent en 2e et 4e position, donc c'est quand même quelque chose qui est important à noter. Et puis, il y a un autre élément. Donc là, on le voit dans le top 3 de l'ESS, c'est le conflit ou l'agression des usagers, qui est quand même en 3e position. C'était en 4e position l'année dernière, donc on gagne une place. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut rester vigilant. Et on est sur une notion qui est encore plus présente dans les associations, dans le secteur de la santé, et puis dans les moyennes entreprises, les plus de 50. Voilà, là encore, comme on le disait tout à l'heure sur le recrutement avec Dominique, nous, dans l'enquête, on a eu 26% des TPE qui nous disent ne pas avoir eu à faire face à des risques particuliers. Et puis, après les risques, on a posé la question des affections et pathologies les plus fréquentes chez les salariés. En 2022, on avait un nouveau thème et tout de suite, il s'est arrogé la première place, c'est le stress et l'anxiété. Et pas des moindres, on est quand même sur une thématique avec 64% des répondants qui le pointent du doigt. Et ça, c'est valable aussi bien ESS, hors ESS, quelle que soit la structure. Alors, bon, il faut quand même dire, c'est un sujet qui peut être lié à plein d'autres motifs externes. Conflit en Ukraine, l'inflation, les problèmes énergétiques. Donc, on est sur quelque chose qui est marqué, mais qui n'est pas forcément que dans le cadre vraiment professionnel. Et puis arrive en 2e position la partie sur les troubles musculo-squelettiques à 38% et les problèmes de posture en 3e position à 36%. Je pense que c'est assez révélateur du secteur de l'ESS et des affections auxquelles sont confrontés aujourd'hui les collaborateurs, les managers. Dans le secteur de la santé, on est sur le même podium, mais encore plus marqué. Donc, on garde les mêmes valeurs. Là aussi, les TPE, 33% nous disent n'avoir été confrontés à aucune affection pathologie. Et puis, on a le secteur du sport, art, culture, loisirs, à 38%. Eux, ils déclarent ne pas avoir eu non plus d'affection pathologie. Peut-être que c'est en lien aussi, faire du sport. Ça entretient peut-être d'autres sujets. Arnaud Daucher, à l'UNSA, est-ce que c'est le top 3 également? Est-ce que les salariés viennent vous voir pour le stress, l'anxiété, les troubles musculo-squelettiques? Est-ce que vous êtes les premières personnes que les salariés viennent voir quand il y a la souffrance au travail? Puisque là, on a compris que la direction met en place des process. Vous, est-ce qu'ils viennent vous voir directement? Est-ce qu'ils vont vous voir d'abord? Comment ça se passe un petit peu en entreprise? Ça dépend comment les relations sociales se font dans les entreprises. Et également les représentants du personnel. Il y a dans des entreprises, c'est pour ça que c'est aussi bien que ça soit tendu au niveau du marché du travail, parce qu'aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, c'est pas le salaire, c'est pas ce qui est déterminant. C'est pas la première valeur. Non, tout à fait. Ce sont les conditions de travail. Est-ce que je peux télétravailler? Est-ce que vous avez des RTT?
Est-ce qu'il y a des congés spéciaux? Est-ce que c'est surtout ça? C'est les jeunes, voilà, c'est le travail, ils en ont besoin pour vivre, mais c'est plus la priorité. Ça, on le voit beaucoup chez les jeunes. Et pour revenir à votre question, c'est surtout là comment les RH travaillent avec les représentants du personnel. Il n'y a pas de solution miracle. Je peux vous dire, on est présent dans certaines mutuelles, on est arrivé à... Je vais vous donner un exemple, par exemple, des congés de proches aidants, où ils ont pu avoir 6 jours de congés de proches aidants, mais moi, étant externe sur l'économie sociale et solidaire, vu que je suis en banque, je trouve pour des sociétés qui placent l'humain et les valeurs humaines, on va dire, au cœur des préoccupations, il faut aussi qu'ils pensent à leurs salariés. Et je pense que ça, on l'a vu en matière de recrutement, aujourd'hui, c'est vrai qu'il peut y avoir un turnover qui est de plus en plus important. Après, vous trouvez que du coup, ça ne va pas assez vite, cette évolution ça évolue. Après, je vais prendre par exemple l'exemple au siège, c'est un prestataire externe, hein, le ménage, pourquoi le faire le soir à 21h ou à 5h du matin? Pourquoi pas le faire quand on débute le travail? Ça permet de voir la personne, de mettre un visage sur la personne qui fait le ménage, et même l'inverse, partager un café, c'est plein de choses qui, je pense, qui sont intéressantes. Après, mais ça, c'est pas lié à l'économie sociale et solidaire, c'est aussi dans beaucoup d'autres branches, c'est le droit à la déconnexion. Ça, où on essaye de se battre, on voit que les salariés se connectent jusqu'à 22h ou à 5h du matin, commencent à envoyer des mails. Ça, on n'arrive pas ou difficilement à négocier, où on bloque les systèmes informatiques, genre après 22h et jusqu'à 7h du matin. Ça, c'est encore compliqué. Le rapport avec le télétravail, du coup, a un peu changé notre rapport à ces outils numériques, puisque moi, personnellement, quand je suis en télétravail, je ne travaille pas en continu, je fais des pauses, je mange, je fais d'autres choses qui sont de ma vie professionnelle. Du coup, mes horaires sont un peu allongés. Donc, c'est quoi la solution? La solution, c'est vraiment de bloquer les outils, d'avoir un outil pour le numérique, de ne pas consulter ses mails après 20h, 19h, 18h. Nous, on se bat pour qu'il y ait un blocage, mais qui soit genre 22h, après 22h et jusqu'à 6h, 7h du matin. Voilà. Après, l'employeur part du principe qu'ils n'empêchent pas le salarié de se connecter, mais nous, on est très attachés au repos. Et après, sur le télétravail, c'est vrai que au niveau on va dire, du supérieur direct, on est en télétravail, si on a le lave-vaisselle, le lave-linge, hein, quelque chose à faire réchauffer, on le fait. Le principal, c'est que le travail soit fait sur la journée. Je pense que comme partout, le fait, c'est pas si je commence à 8h, je dois être connecté à 8h, on peut se connecter et puis on fait autre chose. Il y a les techniques de management qui sont, je ne vais pas dire à revoir, mais à évoluer. Et je pense que ça va évoluer. On voit surtout après le Covid, il y a des très très gros changements, et chose que je ne voyais pas avant. Aujourd'hui, on n'hésite pas à changer d'entreprise. Et j'aime répéter, il y a la rémunération, mais c'est plus le facteur premier. C'est les avantages annexes. Alors, je sais que vous avez peut-être pas la possibilité de tout ce qui est intéressement, participation, bénéfices. C'est en cours. Mais tant mieux. Mais c'est joué sur d'autres paliers, des congés supplémentaires, des ARTT, du télétravail. C'est là-dessus, je pense qu'il faut
qu'il faut travailler. Merci pour votre témoignage. On va vous laisser quitter le plateau. Merci beaucoup. Merci à vous. On rappelle que vous êtes représentant chargé de développement en Hauts-de-France pour l'UNSA. Et on va accueillir Christophe Bertin et Michael Delmotte, directeur développement de la MGEN Solutions. Christophe, pour le mot de la fin. Cécile, avant de laisser le mot de la fin à messieurs, on va parler un petit peu des actions mises en œuvre et les attentes peut-être pour 2023, enfin 2023-2024 peut-être. Alors voilà, bon, c'est vrai que quand on projetait au niveau de l'enquête, on était sur 2023. Alors si on revient sur les 6 piliers de la QVCT qu'on a vus tout à l'heure, on peut peut-être présenter les chiffres. Donc c'est vrai que... Donc sur la partie, le premier axe, on l'a vu, compétences, parcours professionnel. En 2022, on reste sur un premier item qui est fort avec 85% pour proposer des formations professionnelles. C'est quelque chose qui est valable quel que soit le secteur d'activité, pas que dans l'ESS, puisqu'on est à 81% dans le reste des secteurs. C'était 70% en 2021, donc on a gagné 15 points. Donc c'est important. La partie podium est dans le même ordre qu'en 2021. L'intégration des nouveaux collaborateurs, plus 3 points. La reprise d'activité est là, les embauches qui en découlent. Et puis l'évaluation et la gestion des compétences qui est importante quand même. 67% en 2021, 75% en 2022. Donc on est sur des choses qui sont très fortes. Oui, il y a un classement. Clairement, je pense que les 3 valeurs sont à avoir en tête vraiment quasi de manière ex aequo. Au sein des grandes entreprises, plus de 1000 salariés, l'intégration des collaborateurs est encore plus présente. Si on regarde la deuxième thématique, c'est l'organisation et les conditions de travail. On l'a vu avec le cas de la sauvegarde du Nord, les conditions de travail, c'est vraiment le cœur. En 2022, l'axe qui est relatif à cette partie-là, c'est vraiment plusieurs formes. Et c'est en premier lieu la sécurité des salariés au travail avec 85% des répondants qui le mettent en première position. Et après, on a la notion de donner les moyens de réaliser le travail. On l'a entendu tout à l'heure. On parlait de maintenant, il faut que j'outille. Il faut que j'outille les salariés, il faut que j'outille mes collaborateurs pour pouvoir faire l'étape 2. On y est là. Donner les moyens pour réaliser le travail, c'est ça. On est dans une configuration de travail qui est différente et il faut donner les moyens. Au niveau du télétravail, on l'a remis en haut. Le télétravail, en 2019, on avait 40% des répondants qui se disaient déjà avant le Covid, il faut que je mette en place le télétravail. En 2021, c'était 52%. Aujourd'hui, on n'est plus sur il faut que je mette en place le télétravail. C'est il faut que je gère l'équilibre présentiel, distanciel. Il faut que je trouve un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. On le voit avec 72%. Alors, juste un petit focus rapide sur la partie sécurité des salariés au travail. C'est vrai que c'est encore plus présent dans des secteurs de l'ESS où on a une présence sur site, la santé, le tourisme, la restauration et autres. Là, la sécurité au travail, c'est encore plus fort. A contrario, pour des activités comme les activités administratives ou de services, on le note un petit peu moins. Et puis, sur les grandes entreprises, les plus de 1000 salariés, la sécurité au travail, c'est 91% des actions mises en œuvre, tout de suite suivies par l'équilibre vie pro, vie personnelle. Christophe Bertin, on va parler un petit peu de l'UDES, puisque dans une semaine, c'est le grand congrès de l'UDES à Paris, et le thème, c'est les employeurs engagés. Quelles sont les propositions QVCT pour l'UDES, pour l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire? Alors pour l'UDES, juste pour rappel, on négocie des accords multiprofessionnels qui, après, chaque branche, les 16 branches, s'approprient ces éléments et en font avec leurs collaborateurs
ils en font acte et ils essaient de faire évoluer leurs pratiques. Ces accords multiprofessionnels, ils sont négociés avec les organisations syndicales. Toutes les organisations syndicales. Depuis 2010, on a signé sur les risques psychosociaux un accord multiprofessionnel, sur l'égalité hommes-femmes, sur les discriminations. On a signé sur le numérique dernièrement. Donc tous les sujets qui ont été traités cette matinée sur le télétravail sont indiqués dans un accord multiprofessionnel qui doit se décliner et qui se décline aujourd'hui dans les branches professionnelles. Ça, c'est la partie technique de l'UDES. Et effectivement, dans la partie en tant qu'employeur, qu'est-ce que nous, on met en avant aujourd'hui? Effectivement, on est des employeurs responsables, c'est ce qu'on veut être. Et pour le manifester, d'être employeur responsable, ça se traduit par un certain nombre de sujets. Donc, effectivement, apporter une réponse sur la qualité de vie au travail, mais bien entendu, en collaboration avec les organisations syndicales. Il est évident aujourd'hui qu'un travail commun dans les structures permet à la structure d'avancer et de prendre en main entre guillemets, son destin. Favoriser le parcours professionnel des salariés, puisque nous avons signé historiquement que dans chaque métier, dans chaque branche, un salarié puisse au moins dans son parcours, dans sa vie professionnelle, augmenter de 2 niveaux de carrière. On l'a écrit. Alors après, il faut le mettre en place. C'est pas facile. Mais il y a beaucoup de métiers où les gens commencent à un niveau et ils y restent malheureusement toute leur vie. Consacrer et faire valoir notre dimension démocratique. Nous sommes employeurs de l'ESS avec une gouvernance. Mais cette gouvernance, elle est démocratique certes, mais les collaborateurs doivent aussi participer à l'évolution des structures de l'ESS. Développer un dialogue social, mais pas forcément un dialogue social aujourd'hui, parce qu'on a décidé d'en discuter. C'est un dialogue social qui doit être permanent. Et la permanence du dialogue social, c'est effectivement se mettre d'accord sur, déjà dès le départ, qui fait le diagnostic. C'est tout bête, mais des fois, entre nous, l'employeur dit ça serait bien que ce soit nous, ça serait bien que ce soit le consultant, ça serait bien, mais globalement, il faut se mettre d'accord. Et après, on peut avancer. Et puis, un élément nouveau, mais évident, c'est que nos entreprises, nos structures doivent prendre toute leur place dans l'évolution, la dimension écologique et la transition écologique. Donc, on a tout un schéma de travail dans ce domaine. C'est ça, être employeur engagé. Et être employeur engagé, ça permettra effectivement de répondre à la qualité de vie et des conditions de travail des collaborateurs. Et ça permettra d'attirer des nouveaux salariés, des nouveaux profils. Et que ça permettra en tout cas à nos structures de rester pérennes. Cécile, pour le livre blanc, il y a encore plein d'autres informations qu'on retrouvera quand il sera mis en ligne. Pour les gens qui ont participé au webinaire, ils le retrouveront directement dans leur boîte mail. Ensuite, il sera partagé, je pense, sur Office. Il sera également partagé sur le LinkedIn de MGEN Solutions. Quelles sont les dernières informations que vous voulez nous communiquer avant de clore ce webinaire ? Allez, encore quelques statistiques, si le temps nous le permet. Sur l'axe égalité professionnelle, on en a parlé, vous avez été plusieurs dans les interventions à le souligner. 77% des répondants qui favorisent l'égalité professionnelle. Encore une fois, le chiffre est là. On a une autre notion dans cet axe-là qui est soutenir la parentalité. Donc, c'est tout ce qui est crèche, jours enfants malades, congés familiaux. Ça, c'est vrai que c'est des thématiques qu'il faut aujourd'hui mettre dans les plans d'action de la QVCT. Et c'est quelque chose qui est en constante augmentation depuis 2019, quel que soit le secteur, quelle que soit la taille de la structure. Qu'est-ce qu'on retrouve dans l'égalité professionnelle ? Quels sont les thèmes qu'on retrouve ? Alors, on voyait les écarts de salaire. Alors, on voit les écarts de salaire. On voit des postes aussi qui, spontanément, sont peut-être plus facilement proposés à des hommes qu'à des femmes, alors qu'aujourd'hui, on casse les idées reçues. Il y a des secteurs, Dominique, je pense que si on te posait la question, l'automobile, on est sur un secteur très masculin. Alors, on n'est pas dans l'ESS, mais voilà, on a des secteurs, l'immobilier, les choses comme ça. On voit des choses qui sont en train d'évoluer là-dessus aussi, où on a des postes qui sont proposés aussi bien aux hommes qu'aux femmes, l'égalité de salaire, donc c'est très vaste.
Pour soutenir la parentalité, c'est pareil, une volonté aujourd'hui sur les crèches en entreprise. Est-ce que vous avez vu des chiffres ou des exemples de choses mises en place dans l'ESS là-dessus? Alors, il n'y a pas forcément d'exemple. La grande question aussi, c'est le changement qu'il y a eu au niveau des entreprises par rapport aux locaux. Il faut, quand je dis les locaux, c'est-à-dire les bâtiments, hein, les espaces de travail. Il y a beaucoup d'entreprises, et on va le voir un peu plus tard sur la partie sport, qui avaient mis en place plein d'éléments et qui ont un petit peu, avec le télétravail, dû restreindre aussi leurs espaces de travail, leurs locaux, parce que payer des locaux, et puis il y a en permanence que 50% des salariés qui sont présents physiquement, c'est se poser la question, est-ce que je le maintiens, est-ce que je le maintiens pas? C'est pour ça aussi que cette partie-là, sur les crèches, les choses comme ça, je pense qu'il y a des vraies réflexions depuis l'année dernière, depuis la reprise en présentiel ou autre des entreprises. Est-ce qu'on maintient mais pour autant, la parentalité, c'est aussi peut-être prévoir dans les accords des jours enfants malades pour tous. Là aussi, l'égalité, on en parlait tout à l'heure. Oui, les hommes veulent aller chercher l'enfant aussi à l'école, mais ils veulent peut-être aussi, quand l'enfant est malade, c'est pas forcément que la maman qui s'y colle. Donc ça, c'est des choses qu'on voit clairement apparaître et venir dans les débats. Est-ce que là, pour la prochaine enquête, elle va se dérouler quand, à partir de quand? Quand est-ce que Alors, la prochaine enquête 2023, on est plutôt sur des enquêtes qu'on conduit après l'été. Pour avoir aussi, pour interroger les décideurs en fin d'année et pouvoir faire vraiment une comparaison. Donc, prochaine enquête dans quelques mois. Peut-être des nouveaux items, il y aura peut-être la température dans les locaux qui sera mis en... La sobriété, les axes énergétiques, on va voir, on va travailler dessus. Alors, il y a quand même encore des items qui sont importants, hein. On le voyait, relation au travail, climat social, la création de liens. 74% des répondants, ce sentiment d'appartenance. J'appartiens à une entreprise, je partage des valeurs, je partage quelque chose qui est commun. Le climat social qui apparaît avec 71% des répondants, hein, donc évaluer, améliorer le climat social. Et puis attention, hein, prévenir le harcèlement, les violences au travail, c'est quand même quelque chose qui est à 70%. Sur le hors ESS, on est en première place. C'est-à-dire que ça vient devant tout le reste. Donc, c'est quelque chose qui là aussi, apparaît, ces cas de harcèlement. On sait que les langues se libèrent, hein, de plus en plus. Donc, voilà. Sur la partie ESS, au niveau du climat social, on a quelques petits écarts, hein. La prévention du harcèlement, des violences, on est plutôt sur les moyennes grandes entreprises versus les petites et les TPE, où on va être sur du climat social beaucoup plus présent. Christophe, sur les entreprises de l'ESS, est-ce que le harcèlement et les violences au travail, il y a des choses qui ont été mises en place? Je crois qu'il y a eu des cellules d'écoute qui ont été mises en place dans certaines structures. Est-ce que vous avez des retours là-dessus par rapport aux adhérents de l'UDES? Nous, au niveau de l'UDES, on pousse à ce que les risques psychosociaux, depuis longtemps, soient pris en compte. Après, chaque branche et chaque structure est amenée à mettre en place soit des cellules d'écoute, ça a été fait, je pense, à la MGEN, par exemple, mais voilà, chaque structure doit s'emparer de ces accords multiprofessionnels. Après, nous, voilà, on pousse pour que derrière, toutes les entreprises, toutes les structures de l'ESS s'arment pour justement répondre aux enjeux d'un métier où les gens trouvent du sens dans ce qu'ils font et où ils ont envie de rester. Cécile, je vous laisse continuer. Alors, au niveau des prochaines thématiques, on avait les engagements et les missions de l'entreprise, avec là une première place qui est sur la mise en place d'un CSE ou des événements de l'entreprise. Alors, on n'est pas que sur le CSE parce que la taille de la structure va influencer, hein, là-dessus, mais clairement, les salariés, ils demandent des événements, ils demandent de recréer du lien, de redonner du sens, de partager, de communiquer. Et là, on est sur des enjeux qui sont forts, hein. Les événements, partager les valeurs, la raison d'être, informer sur la stratégie. Dominique, Fleur, vous en avez parlé dans vos interventions, hein. C'est vrai que tous les salariés, ils demandent cette partie-là. Donc, c'est intéressant.
On a des éléments dans cette partie qui sont très en retrait, normal. Le service de conciergerie, il perd 26 points, par exemple, dans cette thématique. On ne le voit plus dans le podium. Les rémunérations périphériques, elles perdent 15 points. L'accompagnement dans les démarches administratives perd 10 points. C'est des choses, alors, deux possibilités, deux analyses. C'est des actions qui ont été très mises en place auparavant, ou alors c'est des choses qui sont moins prédominantes aujourd'hui dans le contexte actuel. Un dernier axe avant de parler des attentes des salariés en 2023, c'est la santé au travail. Au sein de l'ESS, 65% des répondants, c'est le développement de la politique de prévention des risques psychosociaux et d'accidents au travail. On l'a vu, risques psychosociaux, deuxième position dans les risques et affections. Donc, ça se retranscrit bien ici. Il faut mettre en place une politique par rapport à ça. Il faut accompagner le retour au travail des salariés suite à un arrêt longue durée. 54% des répondants. Monsieur de l'UNSA, vous l'avez souligné aussi, soutenir les aidants, les salariés aidant un proche. On est ici 43% des répondants. Et puis, l'encouragement à la pratique du sport, ça rejoint un petit peu le commentaire que je faisais sur les crèches. C'est un peu le petit perdant de cette thématique. On n'est qu'à 38%, mais il y a aussi beaucoup de structures, des grandes entreprises qui avaient mis en place des choses pour encourager la pratique du sport en interne ou en externe, et qui, avec les locaux, les salariés qui ne sont plus toujours là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le maintiens? Est-ce que je ne le maintiens pas? Ça se retranscrit ici dans ces statistiques. Et puis, on peut finir sur la partie enquête avec le top 3 des attentes des salariés en 2023. Alors oui, on est déjà en mars, mais ça va peut-être préjuger aussi sur 2024, mais ça, c'est la prochaine édition qui nous le dira. Les deux premiers postes sont quasi ex aequo, hein. Contenu, intérêt, organisation, conditions de travail. Je pense qu'on l'a tous dit ce matin. Le télétravail, les moyens, donner du sens, etc. à 25%, les relations au travail, le climat social à 24%, et puis le dernier poste qui est pas négligeable, les compétences et les parcours professionnels, la formation, la gestion des compétences, tout ça, ici, on y est. Et on voit bien quand même qu'on est raccord avec toutes les actions mises en œuvre par les entreprises, donc c'est rassurant. Les salariés veulent quelque chose, les entreprises mettent en place des actions, donc on est sur quelque chose, la QVCT, qui progresse vraiment dans les entreprises, et les salariés sont là aussi pour le demander. Vous nous rappelez un petit peu combien il y a eu de participants à cette enquête fin 2022, puisque c'est quand même un chiffre important? Alors, 2260 répondants à la 4e édition de notre enquête, dont près de 1000 quand même dans l'économie sociale et solidaire. Donc, il y a un vrai engouement. Et puis, ce n'est pas que les mêmes répondants qui sont là tous les ans. C'en est plein de nouveaux. Donc, c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on continue de solliciter les managers, de mobiliser les gens autour de cette thématique. Et on espère que sur la 5e édition, ils seront encore plus nombreux. On va prendre une dernière question, ou des dernières questions peut-être dans la salle ou sur le chat. S'il y a des questions sur le chat, je vérifie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il n'y a pas de questions dans le chat. On va pouvoir terminer ce webinaire, mais on va laisser le mot de la fin à Michael Delmotte pour MGN Solutions. On rappelle évidemment que il y aura un replay qu'on pourra revoir si vous avez pris en cours de route, et que le livre blanc sera téléchargeable sur différents supports, sur LinkedIn, sur le site de MGN Solutions et également sur le site d'Office. Exactement. Merci beaucoup, Nicolas. On a été ravis d'échanger avec vous sur ces grandes thématiques et sur ces enjeux de la QVCT dans l'ESS. MGN Solutions et MGN sont des structures engagées d'utilité sociale, créatrices de solutions de prévention des risques professionnels et d'amélioration de la qualité de vie au travail. Dans un premier temps, je tenais à remercier tous les participants qui sont montés sur scène, qui sont montés sur ce plateau pour la qualité de leur intervention. Je remercie également l'UDES et Office de nous avoir aidés et accompagnés sur l'organisation de cet événement. Et puis enfin, je vous remercie, vous tous ici, présents dans la salle, spectateurs et téléspectateurs à distance sur notre chaîne YouTube, pour votre participation. Vous allez recevoir très prochainement justement les liens de téléchargement pour le livre blanc qui vont reprendre l'ensemble des éléments de l'étude qu'on a pu présenter aujourd'hui. Et puis voilà, il ne me reste plus qu'à conclure et vous souhaiter à tous et toutes une excellente fin de journée et à très bientôt. Merci. Merci.